mais j'ai joué la diversité commerciale, c'est tout. Ben, pour mon annonce, là, pour le site de rencontre. Mais écoute, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, ça fonctionne de partout pareil, hein. Plus l'offre est large, plus la demande est grande, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, il faudrait que ça se bouscule un petit peu au portillon, hein. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai mis au niveau de l'âge entre 30 et 43 ans. Oui, je sais, j'ai 43 ans en me réveillant le matin, 43 ans bien tapé. Mais dans ma tête, j'ai 30 ans. Voilà, donc ça marche, je coche la case. Mais je te dis qu'il faut élargir l'offre. Voilà, donc au niveau des activités, j'ai mis tricot, bon bah ça, tout le monde le sait, café. Si, café, en ce qui me concerne, c'est une activité, hein. Tu sais bien que je commence mes journées tous les matins, un café en terrasse. Voilà, et j'ai mis aussi marathon. Parce que braver les centres-villes en petits shorts, ça fait un peu aventurière, tu vois. Non, je fais pas de marathon, non. Oui, mais j'ai regardé un reportage dessus à la télé il y a pas longtemps. Donc ça marche, tu vois, j'ai aussi coché la case, hein. Oui, mais écoute, hein, on donne du choix, je te dis. Excusez-moi, j'oublie à chaque fois de mettre le son. Ouais, on a décidé d'avoir une pointe d'humour, d'avoir une humoriste qui, à chaque ouverture de table ronde, intervient et propose un petit sketch un peu décalé, mais toujours dans le thème de la table ronde. Alors, je vous présente Constant Papillon-Amblard, qui va animer les débats et cette première table ronde qui nous est très importante, puisque ça va toucher sur la diversité commerciale. Juste un tout petit mot, déjà, merci à tous d'être présents. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre intervention et merci beaucoup à Jérôme Legrel également. Vous avez tous les deux adopté un angle très encourageant où finalement la crise est considérée, doit être prise comme un tremplin pour repenser un peu le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est une intervention, ce sont des interventions pleines de positivisme et c'est toujours agréable. Donc, nous allons débuter cette première table ronde qui s'intitule donc Où en sommes-nous? L'importance de maintenir une diversité commerciale en cœur de ville. Alors, pourquoi avoir choisi de parler de diversité commerciale? Eh bien, tout simplement puisque la vivacité d'un cœur de ville, d'un centre-ville est étroitement liée au commerce qui le compose. Il est devenu vital d'avoir des cœurs de ville dynamiques avec différentes enseignes, un cœur de ville achalandé avec des artisans, des indépendants, également des grandes chaînes. Ça assure donc une diversité efficiente et aussi inclusive. Notre premier invité donc à cette table ronde, c'est Monsieur Philippe Laurent, donc secrétaire général de l'association des maires de France, maire de Sceaux, et qui est notre président délégué à Centre-Ville en Mouvement. Alors, Monsieur Laurent, est-ce que vous m'entendez? Non. J'entends, mais c'est très déchet comme Ça fait commencer, ouais. non. Alors, je vais passer directement au deuxième intervenant qui est Monsieur Jean-Paul Mochet, président de Franprix Monoprix. Alors, Monsieur Mochet, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Ma première question, elle s'intéresse vraiment à votre place de président de Franprix Monoprix. Président, qu'est-ce que vous retenez un peu de la période que nous venons de traverser? Je pense notamment, en vous posant cette question, à la relation client-commerçant qui s'est modifiée. Et voilà, vous êtes le président d'enseignes qui sont essentielles, qui sont vitales pour nos cœurs de ville, notamment en milieu urbain. Donc voilà, je voulais avoir votre point de vue par rapport à tout cela. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci pour tous les intervenants, notamment Monsieur Bayrou. Peut-être vous dire que j'ai une bonne connaissance du commerce de proximité, alors de commerce de proximité urbaine dans les grands centres urbains, mais aussi rural, puisque j'ai dirigé la proximité de Casino pendant quelques années et installé beaucoup de magasins dans des petits bourgs, des petits villages de France. Je suis très attaché évidemment à cette vie au cœur de la ville, à cette vie commerçante au cœur de la ville.
Alors peut-être avant de répondre à votre question, deux peut-être préliminaires. D'abord cette crise de la Covid, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, la Covid, vient quand même après pas mal de tumultes pour le commerce en centre-ville. Je pense évidemment à la crise des gilets jaunes ou aux problématiques de grève de transport qui ont succédé et qui ont fait qu'en fait pendant de nombreux mois, en fait le commerce de centre-ville a été secoué, malmené et s'est trouvé déjà dans une situation avant le sujet Covid, dans une situation économique déjà un peu compliquée. La seconde est un peu plus optimiste, c'est que en fait depuis le 11 mai, on sent que les choses vont mieux. Alors c'est pas encore ça, on est toujours rapporte qu'on est au cours des premières semaines de déconfinement à moins 6%, mais en vérité c'est quand même moins 20, moins 30% de fréquentation que nous constatons, et donc ça reste compliqué, mais il y a une lueur d'espoir avec, on pourrait dire, un retour à quelque chose qui serait acceptable pour les commerçants que nous sommes. Sur le plan de la relation donc client, qu'est-ce qui s'est passé, puisque c'est votre question? Je crois que les choses ont profondément changé, ou en tout cas elles ont évolué d'une manière plus rapide qu'on ne pouvait l'attendre. Je pense que toutes les crises, je suis pas le seul à le dire, bien entendu, les crises sont un accélérateur de tendance, et il y avait déjà une certaine forme de prime à la proximité, en tout cas dans le commerce alimentaire, nous le constations et nous investissions beaucoup sur ce sujet. Ça a été un accélérateur. Les clients se sont reconnus dans leur commerce de proximité. Les clients ont reconnu l'utilité publique de ces commerces et les ont fréquentés de manière très rapide. Il y a eu une forte réactivité de tous les commerçants de centre-ville qui ont pu rester ouverts pendant cette crise, qui ont inventé des nouvelles formes pour pouvoir être de bons marchands, et notamment de nouvelles formes liées au sujet de ce qu'on appelle les EPI, les éléments de protection individuelle, tout ce qui concerne en fait les sujets de distanciation sociale. Nous avons tout inventé, je pense qu'il faut le dire. Nous n'avons pas été poussés par le gouvernement, nous avons tout inventé au fur et à mesure de façon à garantir la sécurité sanitaire de nos clients, et les clients nous ont remerciés. Voilà, en deux mots, peut-être un sujet, le e-commerce est beaucoup revenu lors des précédentes présentations. Oui, effectivement, il y a eu là aussi une accélération très très forte du click and collect, du drive, du livret à domicile, etc. Mais n'oublions pas que pour une bonne partie de la population, y compris dans les centres-villes et y compris dans les très 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 grandes villes, il y a aussi une fracture numérique, et notamment chez les personnes âgées ou fragiles. Et nous y avons répondu avec le numéro vert, en permettant, grâce à un numéro de téléphone simple, on n'avait pas accès au digital, de pouvoir se faire livrer des courses de première nécessité. Et je puis vous dire, sans vous donner de chiffres, que ça a été un succès phénoménal, ce qui prouve que même dans les grandes villes, même à Paris, même dans les beaux quartiers, ce service est utile, et que le digital ne fera pas tout. Moi qui suis à la tête d'un réseau de plus de 3000 magasins de centre-ville, je puis vous dire que je suis très attaché aux magasins physiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma deuxième question est un peu liée aussi à la première, hein, c'est avec toutes ces nouvelles habitudes justement d'achat, de façon de commercer. Comment on peut appréhender en quelque sorte avec sérénité le monde d'après, le monde de demain? Et est-ce qu'on peut déjà tirer un peu des grandes hypothèses ou des grandes lignes sur les principales tendances des prochains mois ou des prochaines années à venir? Alors, écoutez, j'ai pas de boule de cristal et faire de grands plans sur la comète, sur l'après, me semble un peu risqué. Ce qu'on peut faire, et c'est en tout cas ce que je fais avec mes équipes, c'est d'essayer de comprendre jour après jour ce qu'il se passe dans notre quotidien, et puis surtout apprendre à naviguer un peu dans le brouillard. En vérité, ce qui nous attend, c'est ça, c'est naviguer dans le brouillard. Est-ce qu'il y aura une autre crise du Covid, que la conso sera complètement différente qu'avant? Est-ce que les gens vont quitter les centres-villes pour aller dans des villes plus humaines, etc.
Personnellement, je n'en sais rien. J'ai en revanche 4 pistes qui me semblent, elles, bien inscrites aujourd'hui. 4 tendances. La première, on en a parlé, tout le monde en a parlé, c'est le e-commerce. Et là, je pense que c'est assez certain que nous allons vers une accélération du e-commerce en France qui pèse en gros, tout circuit confondu, 10%. Et quand nous nous comparons à des pays matures en Asie, qui sont plus proches des 15, 20, voire 22, 23% pour les meilleurs, nous sommes loin effectivement de ces performances. On peut imaginer que les clients qui sont connectés y ont pris goût et resteront durablement des consommateurs, je dirais, digitaux, et en espérant qu'effectivement ils feront du mixte avec du commerce physique. Le deuxième, évidemment, ce sont les sujets d'hygiène. Et ça, nous n'y couperons pas. Il y aura un hygiénisme accru et des pratiques qui vont changer, des pratiques du consommateur, des pratiques du commerçant qui vont nous obliger à faire notre métier différemment et qui vont obliger les clients à se comporter différemment dans les commerces. Alors, on peut penser que ça va se relâcher, qu'on va oublier les masques, etc. Mais en vérité, je crois que beaucoup de choses resteront, et notamment quelque chose qui volera au-dessus de nos cerveaux et de nos cœurs, et qui s'appelle la peur ou la crainte en permanence. Donc, l'hygiénisme restera. La troisième chose, et ça c'est plus un souhait qu'une analyse, c'est l'appétence pour le Made in France. On a vu que il y a eu un grand mouvement pendant cette crise du Covid qui a en partie permis de sauver une partie de l'agriculture française. Nous y avons fortement contribué avec Monoprix et Franprix, notamment avec Rungis, en soutenant les vendeurs de Rungis qui étaient, on peut le dire, à zéro en chiffre d'affaires du fait de l'arrêt de la restauration. Et nous continuons à le faire. Et je crois que si cette crise peut révéler aux Français la qualité, diversité, l'exception culinaire française au travers de nos producteurs, de nos fabricants, eh bien c'est une chose formidable. Et la quatrième chose, c'est aussi ressorti de cette crise, c'est la frugalité. J'ai l'impression que les consommateurs ont compris qu'on pouvait consommer différemment, qu'on pouvait consommer des produits bruts. Nous n'avons jamais vendu autant de poêles, de casseroles, d'objets culinaires pendant cette crise. Jamais. Et les chiffres sont apocalyptiques puisque c'est multiplié par 200, 300 ou 400. Donc c'est énorme. Et je crois que les gens ont retrouvé quelque chose, en tout cas un lien avec leur alimentation, moins préparée, plus simple, certainement, une certaine forme de frugalité qui devrait rester, je le pense, en tout cas dans l'alimentaire, assez durablement. Voilà les 4 tendances que je pourrais souligner, en espérant de surcroît, et je le disais tout à l'heure, que cette prime à la proximité qui a été révélée pendant cette crise restera de mise après. Bien, je vous remercie pour votre intervention. C'est avec grand plaisir qu'on prend un peu toutes ces informations, puisque c'est vrai que vous êtes quand même vraiment, je le disais au début de votre intervention, une enseigne qui est vous représentez les enseignes qui sont essentielles et qu'on retrouve dans tous nos cœurs de ville et qui les font battre. Donc notre second intervenant que nous allons accueillir, c'est Monsieur Loïc Latour, qui est président-directeur général chez France Boisson. Bonjour Monsieur Latour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Merci. Merci de m'accueillir, merci au Centre-Ville, un mouvement de nous accueillir, et à Madame Keller finalement de nous accueillir, même numériquement. J'aime aussi beaucoup l'Alsace, comme j'aime aussi beaucoup Pau finalement. Et puis j'y ai deux dépôts dans ces belles zones. Donc merci de m'accueillir à cette occasion de ces symposiums, on va dire. Et merci de me donner l'occasion aussi de défendre quelque chose qui m'anime, qui est ma passion pour les bistrots et le CHR, parce que je crois que on en parlera, mais il n'y a pas de centre-ville sans restaurant et sans bistrot.
pour bien connaître Sceaux, parce que j'habite pas très loin. Donc, je ne sais pas si Monsieur Laurent Lemaire est là. On a aussi 2 magnifiques bistrots qui, comme par hasard, sont à côté de l'église de manière étonnante. On a l'impression de retrouver des époques historiques. Donc, France Boisson, vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur notre légitimité sur cette table ronde. Simplement, je rappelle que c'est une entreprise qui couvre l'ensemble des territoires, donc on couvre aussi bien des zones rurales que des zones périurbaines et des zones urbaines, avec 72 sites. On livre 50 000 clients tous les ans, 33 000 clients THR, 2600 salariés, mais surtout, en fait, des chauffeurs-livreurs, des commerciaux, des équipes techniques, parce qu'il faut aussi des équipes techniques pour gérer les tirages pression et les machines à café, dans nos chers restaurants et nos bistrots qui sont au contact des clients tous les jours. Donc, on est au pouls de cette activité. Et écoutez, je vais vous laisser aller sur vos questions, Monsieur Constant, mais beaucoup de choses à dire sur les cafés en centre-ville et les restaurants en centre-ville. Voilà, justement, vous débutiez en disant que vous aviez un attachement tout particulier au CHR. Justement, vous qui travaillez quotidiennement à leur côté, en quoi vous êtes en quelque sorte témoin du rôle essentiel de ces établissements dans la diversité commerciale en cœur de ville? Je crois on en a tous fait l'expérience. Vivre ces derniers temps des centres-villes dans un premier temps fermés dans leur totalité ou dans un premier temps partiellement ouverts, sans les terrasses, sans les restaurants et sans les bistrots, il est manqué beaucoup de vie. Donc c'est vrai que ce sont des lieux qui ont beaucoup souffert. Il ne faut pas se tromper sur ces dernières 2 mois et demi pratiquement de fermeture, et qui concentrent une forme d'attractivité aussi. Ils représentent l'attractivité d'un centre-ville et d'un centre-bourg, et qui sont aujourd'hui face à des enjeux de survie et de réinvention. Peut avoir confiance. J'ai toujours confiance dans le CHR parce que c'est un écosystème très vivant qui a une capacité à se réinventer dans les périodes de fragilité, mais c'est malgré tout une période très très dure. Si je dois donner un chiffre, sachez que nous avons repris les points de vente CHR, c'est mon fonds de commerce, ce sont mes clients. Nous avons repris les activités depuis 10 jours et on est à peine sur le territoire national à 50% de l'activité. Donc beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances économiques. On va voir combien d'entre eux survivent. Il faut les soutenir. Ils ont été contraints de baisser le rideau, mais on voit que ça a été aussi quelque chose qui a manqué aux Français. Et parce qu'il y a un engouement des Français pour ce type de lieu, c'est évident. J'étais au centre de Paris ce week-end, j'ai déjà vu les terrasses remplies, donc il y a une attente. Donc le restaurant et le bistrot, dans l'attractivité, dans l'offre de diversité du centre-ville est important. Et il y a eu un engouement. On a lancé une plateforme qui s'est appelée J'aime mon bistrot, qui était une plateforme numérique qui d'un côté donnait des conseils aux points de vente, les aidait dans les démarches administratives, et dans le même temps était un appel à l'abondement et au don des consommateurs pour soutenir leur affaire préférée. Et sachez qu'en 6 semaines, on a recueilli 1,5 million de ce qui est l'illustration d'un attachement des Français pour leur lieu de vie, leur lieu de convivialité. Donc c'est un élément central de notre patrimoine, un lieu de rencontre, un lieu de sociabilisation, et il est évident, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes d'ailleurs, et il est évident que c'est aux élus et aux instances locales aussi de soutenir ces affaires. Il y a l'enjeu des terrasses en ce moment. Beaucoup de villes ont fait des efforts, je l'ai vu, pour leur donner la capacité de faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc c'est une activité qui est moteur, créativité de diversité commerciale. Il y a une commune sur 4, un chiffre intéressant à partager, il y a une commune sur 4 qui ces 4 dernières années a vu, alors c'est des plus petites communes, a vu son dernier bistrot ou restaurant de village disparaître. Donc il faut défendre ces lieux-là en tant que diversité dans les centres-villes, mais en tant que lieu de lien social aussi dans les zones rurales. Alors évidemment, il faut qu'ils se réinventent parce que c'est aussi une activité économique très importante. C'est un poids économique sur le territoire énorme, puisqu'on parle les chiffres de l'UMI d'environ 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'emplois et beaucoup de saisonniers, 300 000 saisonniers. Donc il y a un enjeu
il y a un enjeu aussi d'emploi hein, dans cette activité-là qui est à défendre. C'est aussi un enjeu, c'est aussi un métier qui donne la capacité d'entreprendre. C'est aussi ce que je reconnais aussi dans cet univers du CHR, avec beaucoup de courage, de l'expertise, du professionnalisme, de l'engagement. On peut créer son affaire, on peut être entrepreneur, et c'est un formidable territoire d'expression des entrepreneurs. Donc il faut les défendre, il faut les aider, et j'insiste là-dessus puisque c'est votre thème. Une belle terrasse dans un centre-ville, ça aide aussi les autres commerces. À condition, et Pierre va sourire de ce que je vais dire, Pierre Creuset, qu'on puisse prendre toutes les dispositions aussi pour les livrer dans les centres-villes. Ça, c'est mon autre sujet. Et nos commerces ont besoin de livraison et de capacité à livrer. Les centres-villes aussi, c'est important. Autrement, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de commerce. Plaisir à notre présidente parce que elle ne parle que de ça. Non, ce qui est important aussi, c'est que ce soit vous en tant que président de France Boisson ou le président de Monoprix, c'est de montrer qu'on a besoin de locomotives. Et on a besoin de locomotives comme les restaurants, les terrasses de café et tout. Et on l'a vu, la presse ne parle que de ça depuis lundi dernier. Et puis, voilà, on voit que les locomotives sont là et permettent également d'irriguer complètement le centre-ville. Oui. Alors autre chose, puisque c'était beaucoup dans les présentations ou les interventions précédentes et de mon camarade en intervention de Franprix Monoprix, il y a le sujet de la proximité et de l'offre locale. Donc on l'a vu aussi, hein, les restaurateurs ou les bistrots localement sont aussi des lieux où se consomment les produits locaux. Et lorsque ça s'arrête, c'est toute une filière qui s'arrête. Et on le voit bien qu'effectivement, l'offre commerciale centre-ville, elle doit être différenciante effectivement de ce qu'on peut retrouver dans les galeries marchandes ou dans les centres commerciaux pour trouver son attractivité. Et le restaurant ou le bistrot doit aussi trouver effectivement son offre. Et l'enjeu de l'offre est important. Mais je ferai un petit commentaire qui nuance les propos précédents. Bien sûr qu'il y a un appétit pour ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène du locavore, les produits locaux, mon artisan local, mon fait maison, etc. Je mets juste une petite alerte puisque en tant que patron de mon entreprise, c'est aussi les réflexions qu'on peut mener. Il peut y avoir ce type de demande d'un côté, mais attention, il y a une crise économique qui s'annonce. Hein, on parle de plusieurs centaines ou millions de chômeurs supplémentaires additionnels. Donc, quelle va être l'orientation, la demande consommateur entre ce qui pourrait être un peu plus accessible et un envie ou un appétit sans doute très juste aussi pour des notions de développement durable, RSE, etc., la proximité, les produits locaux, mais où va se situer le consommateur, quel que soit le commerce d'ailleurs, n'est pas si facile que ça à déterminer aujourd'hui, et c'est notamment une demande que j'ai faite auprès de mes équipes, c'est d'être au contact des clients pour essayer de voir ce que va être la consommation de l'offre, la consommation des consommateurs, pour savoir quelle offre on va devoir adapter, on va devoir fournir aussi à nos clients, à nos points de vente, puisque on peut faire du local, bien sûr. Il y a du local dans les boissons, hein, les phénomènes, c'est pas que dans les catégories vin, dans les catégories bière, dans les catégories eau, etc. Catégories spiritueux aussi maintenant. Mais il va y avoir aussi cet enjeu du pouvoir d'achat sans doute. Et je vous avoue, c'est très bien de se poser des questions, il faut savoir se réinventer, mais je n'ai pas de certitude. Mais attention aux deux leviers. Donc c'est tout ce que je voulais dire par là, c'est tout cet enjeu de l'offre du commerce de proximité dans lequel le restaurant, le bistrot, etc., auquel le restaurant, le bistrot va devoir s'atteler aussi, avec sans doute, et ça c'est vrai, un besoin aussi sans doute de fait maison, d'un peu plus de naturalité, de produits locaux. Donc il y a des compléments à trouver avec des offres aussi accessibles, parce que ça va aussi être l'enjeu, c'est d'avoir des offres accessibles en centre-ville. Très bien, merci beaucoup Monsieur Latour. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, j'avais besoin de dire une dernière chose. Il faut aussi avoir
faut savoir soutenir les affaires. Donc notre rôle en tant que distributeur et brasseur, on est là pour être en contact de nos clients. Avec le brasseur qui m'accompagne, sachez qu'on cautionne 170 millions d'euros d'encours de prêt, de lignes de crédit pour aider les affaires aussi. Donc ça fait partie de notre dispositif pour aider les commerces de centre-ville. Donc les élus qui m'entendent, sachez qu'on peut être là pour ce genre de dispositif. On a une formidable association qui s'appelle Service en Tête, qui vise à aider les maires aussi à trouver des repreneurs d'affaires, accompagner les gérants à mettre du professionnalisme pour la tenue des affaires, parce que ce qui est important, c'est d'installer des affaires dans la pérennité. C'est valable pour tous les commerces, ça. Parce que le changement permanent, ça donne, on le voit bien dans les centres-villes, c'est moche. Les affaires qui se ferment 2 mois, qui réouvrent, etc. Donc il y a un enjeu sur le bistrot et le restaurant, c'est de participer avec les repreneurs ou les vendeurs et les élus locaux, les instances locales, pour trouver des gens qui s'installent dans la durée en étant conscients de là où ils arrivent et pour certains aussi leur faire comprendre qu'ils vont pas obligatoirement faire fortune, mais qu'ils vont bien vivre en province, qu'ils vont tenir une affaire et qui doivent s'installer dans la durée. Et c'est ça qui est important pour maintenir les centres-villes. C'est la pérennité et les aider dans la pérennité. Voilà, c'était mes derniers mots. Pardon d'avoir été peut-être un peu plus long que prévu. Non, je vous en prie. Non, c'est très juste. C'est la continuité qui assure la diversité aussi commerciale. Merci beaucoup, Monsieur Latour. Je vous en prie. On va passer maintenant à notre intervenante, Madame Bernadette Laclé, qui est notre ancienne présidente et qui est la dirigeante de Bernadette Laclé Conseil. Bonjour Madame Laclé, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne sais pas si vous avez un avant-propos avant que je vous pose quelques questions ou. Ah non, j'ai été ravie d'entendre tout ce que j'ai entendu. Bien sûr, les propos de notre présidente qui connaît très bien le sujet, notamment le sujet de l'accessibilité, mais également le propos de Jérôme Legrel, parce que je crois qu'on partage beaucoup des constats qu'il a pu faire, et c'est une très belle introduction à ces assises, je crois qu'il nous a offert, et je le remercie tout particulièrement. Alors peut-être aussi par rapport aux 2 précédents intervenants, je partage totalement ce qui a pu être dit, notamment sur le souci qui va être celui de nos concitoyens de vivre dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, avec, si possible, le plus de garanties, notamment sur la sécurité sanitaire. Ça va être une question fondamentale auquel les maires vont être confrontés. Moi, j'insiste souvent sur ce point, en soulignant que si nos concitoyens vont au centre-ville et que le centre-ville, il y a des masques qui traînent, des poubelles qui débordent ou que ce n'est pas très bien géré sur le plan de la sécurité sanitaire, on aura beaucoup de difficultés à leur donner envie de revenir. Ça, c'est la première chose. Sur le même point de la sécurité sanitaire, je suis persuadée que de plus en plus, nous allons être confrontés au souhait de savoir d'où viennent les marchandises, que ce soit celles que nous consommons sur le plan alimentaire ou les autres, avec une volonté de traçabilité et aussi, comme ça a été souligné par Jérôme Legrel, d'éthique. Et je partage bien sûr ce qui a pu être dit par le précédent intervenant. Nos cafés, nos bars, nos restaurants, c'est l'âme de nos centres-villes. Je crois que c'est quand finalement les choses nous manquent qu'on réalise à quel point elles sont importantes. Et c'est ce que vous avez sûrement suivi comme moi, le nombre de personnes qui ont communiqué sur Facebook pour dire comme elles étaient heureuses de retrouver le café du matin, le repas partagé en terrasse, surtout dans cette période où le beau temps est là, la petite boisson quand on sort du travail entre collègues. Voilà, tout ça, c'est évidemment l'âme de nos centres-villes et il faut les soutenir, bien sûr, et aussi leur donner la possibilité, et ça c'est la responsabilité aussi des collectivités, de pouvoir garantir la pérennité de leur activité en cœur de ville. Merci beaucoup, Madame Laclé. J'avais une première question justement pour vous, vous qui avez été présidente
pendant 3 ans de Centre-ville en mouvement, ce sont des thématiques que vous connaissez très très bien. Et justement, avec cette crise du Covid-19, ce qu'on a pu remarquer, même avec les précédents intervenants, c'est de voir que de nombreuses tendances avaient été amplifiées, notamment en ce qui concerne le commerce. Quelles ont été vos observations à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer au cours de ces quelques semaines qui se sont écoulées? Alors, oui, c'est vrai que globalement, on sait que les crises ont plutôt tendance à accélérer les tendances que l'on constate précédemment. Donc, comme ça a été dit, moi je constate l'engouement pour tout ce qui est de proximité, que ce soit pour l'alimentaire ou autre. Ce que l'on peut constater, c'est que il y a eu une très forte réactivité, une très forte agilité, comme on dit aujourd'hui, des différents acteurs, puisqu'on a vu naître des plateformes qui ont mis en lien consommateurs et producteurs, consommateurs et commerçants. Donc, je crois qu'il faut savoir rebondir sur cette agilité. Ça, c'est la première chose. Ce que nous avons pu également constater, c'était pour les cafés, par exemple, bars, restaurants, également cette même agilité, puisque beaucoup ont finalement reconfiguré leur activité pour faire de la vente à emporter et organiser cette vente à emporter de manière très satisfaisante. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement positif que j'aime à souligner. Et puis, il y a des tendances qu'on connaissait déjà, mais qui sont très positives à mes yeux. C'est bien sûr le renouveau toujours de nos halles et marchés, avec Pierre Creuset qui est ici. On aime dans nos assises mettre toujours les halles et marchés au cœur de la réflexion. Alors je sais que c'est l'objet d'une prochaine table ronde, mais moi je veux dire que dans la période de confinement, alors qu'il y avait beaucoup de doutes sur les reprises d'activité, sur ce qui allait se passer, le fait que avec le travail énorme qui a été mené par la fédération, bien sûr, des marchés de France, le fait qu'ils puissent réouvrir dans beaucoup, alors pas partout malheureusement, mais qu'ils puissent réouvrir dans beaucoup de villes, pour moi, ça a été un signe extrêmement positif et très encourageant. Et c'est halles et marchés, je suis persuadée qu'il faut, bien sûr, dans la durée, s'appuyer sur ces halles et marchés pour favoriser la diversité et pour relancer l'activité de nos cœurs de ville. Alors, je vous avais proposé, j'avais pris quelques chiffres, je ne sais pas si vous avez pu les mettre sur un PowerPoint, parce que ce qu'on a pu constater, les chiffres que j'ai pu... voilà. Les chiffres que moi j'ai pu relever en fait et qui nous intéressent dans la problématique que vous choisissez, la diversité commerciale, c'est que au fond les différents secteurs d'activité sont touchés de manière très différente. Et donc, on peut supposer que les villes aussi vont être touchées de manière très différente en fonction aussi des caractéristiques de leur centre-ville et de la place de ces différents secteurs d'activité dans les centres-villes ou dans certaines rues du centre-ville. Et comme ça a été dit tout à l'heure, bon, ce sont des chiffres qui datent d'avant le déconfinement, mais les choses sont toujours là. On estime, par exemple, que les secteurs les plus touchants en valeur sont la restauration. Bon, l'automobile, on est moins touché en centre-ville. Et en pourcentage, tout ce qui est parc d'attractions, hôtellerie, cinéma. Le cinéma, évidemment, ça concerne aussi beaucoup nos cœurs de ville. Et le manque à gagner, en 2020, pas 2029 bien sûr, par ordre décroissant, c'est la restauration, moins 40%, l'équipement de la personne, moins 27%, le meuble, l'équipement de la maison, moins 22%, le bricolage, moins 21%, culture et loisirs, moins 19%, jardinage, moins 17%, beauté santé, moins 15%. Donc, on voit bien, ça constitue beaucoup de magasins de nos cœurs de ville qu'on risque d'avoir un effet immédiat avec des fermetures, mais aussi des effets boule de neige dans la durée. C'est-à-dire que dès lors que, par exemple, un magasin ou une enseigne importante ne va pas se maintenir, on sait très bien qu'il y a des impacts sur les rues qui sont concernées. Et donc, il y a évidemment à surveiller toutes ces données de manière extrêmement précise. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je développe toujours quelques pistes de réflexion pour les collectivités, parce que mon passé d'élu m'y encourage.
mais il me semble qu'il y a quelques pistes de réflexion, en tout cas quelques actions sur lesquelles les collectivités peuvent utilement réfléchir. C'est d'abord évidemment, et c'est notre rôle aussi à Centre-Ville en Mouvement, c'est de faire prendre conscience de l'enjeu de la diversité et du rôle que la collectivité peut jouer pour favoriser la diversité. On parlait tout à l'heure des cafés, restaurants. Ils participent de cette diversité, c'est incontestable. Il faut réorganiser les terrasses et c'est absolument nécessaire que les collectivités soient mobilisées à accompagner les professionnels pour trouver des solutions. Beaucoup l'ont fait, tant mieux, et il faut continuer de le faire parce que c'est dans leurs compétences et c'est leur rôle que d'accompagner et pour maintenir cette diversité. J'encourage également tout le temps à ce qu'il y ait des observatoires pour suivre dans le temps et avec précision l'évolution de cette diversité et ainsi pouvoir adapter les politiques publiques de la collectivité. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la situation qu'on connaît là maintenant après le confinement, donc après le 11 mai, et puis il va y avoir tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. On n'a pas de certitude, moi je suis pas Mme Soleil, beaucoup l'ont dit, on ne sait pas précisément ce qui va se passer, mais il va y avoir des défaillances, on le sait, il va y avoir des personnes qui vont se retrouver en grande difficulté, indépendants, enseignes, et donc il faut vraiment pouvoir suivre cela avec précision, et donc constituer dès que possible des observatoires pour suivre la vacance, pour voir l'évolution justement rue par rue de cette diversité, et aider bien sûr à constituer des ressources de données qui pourront être utiles aux collectivités ou à tous ceux qui voudront venir s'installer dans nos cœurs de ville. Favoriser la digitalisation comme un outil complémentaire au commerce physique, bon, je crois que tout le monde l'a dit, c'est incontestable, c'est vraiment le sujet, à mon avis, des prochains mois et des prochaines années, c'est accompagner cette digitalisation. Beaucoup de commerçants l'ont fait, beaucoup de commerces indépendants, beaucoup d'hôtels aussi, restaurants, cafés, bars ont adopté aujourd'hui des outils digitaux. Il ne s'agit pas de les substituer au commerce physique. On est tous, je crois, convaincus aujourd'hui que le commerce physique n'est pas fini, bien au contraire. Mais il faut absolument qu'on aide les commerçants à passer, pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, cette étape de la digitalisation et les accompagner dans la durée, puisque les outils utilisés, ils doivent être constamment remis à jour. Et donc, il y a un travail qui n'est pas un travail d'une seule fois, mais c'est bien un travail permanent aussi qui est demandé. Engager chaque fois que possible la mise en place d'outils type foncière pour favoriser l'acquisition et la remise sur le marché de cellules commerciales diversifiées favorables à la diversité commerciale. Ça a été très bien dit tout à l'heure, je crois, par Jérôme Le Grel. Oui, les commerces vont changer. Les commerces vont changer pour les raisons sanitaires, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons. Et donc, chaque fois que c'est possible, chaque fois que des locaux se libèrent, surtout quand ils sont dans les centres-villes, je crois qu'il faut que les collectivités, quand elles le peuvent, n'hésitent pas à se porter acquéreurs, non pas pour garder, bien sûr, mais pour remettre après reconfiguration ou pour pouvoir mieux choisir justement les enseignes qui viendront s'installer et ainsi participer à la diversité commerciale de ces cœurs de ville. Beaucoup de collectivités s'étaient engagées déjà avant la Covid sur la constitution d'outils de type foncière. Je crois que c'est vraiment une question qui reviendra dans les débats, sûrement durant cette semaine, et qui doit être portée par les pouvoirs publics pour accompagner la Caisse des dépôts, par exemple, accompagne les collectivités qui mènent des politiques volontaristes. Il ne s'agit pas d'intervenir sur le marché pour le perturber, il s'agit d'intervenir sur le marché pour aider à reconstituer des cellules commerciales correspondant à la nouvelle demande et correspondant aux besoins, et puis pour mieux pouvoir piloter pour les collectivités aussi l'installation d'enseignes diversifiées sur le cœur de ville. Je l'ai dit, s'appuyer sur les halles et marchés. Bon, moi je suis une convaincue depuis très longtemps. Je crois qu'il y a véritablement un effet très bénéfique pour nos cœurs de ville, une demande qui ne faiblira pas dans les années qui viennent.
On veut savoir ce qu'on mange, on préfère les filières courtes, on préfère finalement aujourd'hui aussi pouvoir rémunérer à sa juste valeur le producteur. Et donc les halles et marchés participent de toute cette logique et correspondent aux valeurs du centre-ville. Engager le plus rapidement possible des actions. Pardon? Non, juste, vous nous avez montré l'exemple quand vous étiez maire de Chambéry, avec ces halles magnifiques et avec l'extérieur tout autour, il y avait du commerce, au-dessus le cinéma. Donc c'est vraiment l'exemple vraiment extraordinaire. Oui, c'est vrai, je suis convaincue depuis longtemps, mais je pense aussi que les halles et marchés, dans bien des cas, vont devoir se repenser quand même, hein, pour des raisons aussi de sécurité. Là aussi, les élus et les collectivités vont être en première ligne et il ne faut pas hésiter à y mettre des moyens parce que ça correspond véritablement. Là aussi, c'est l'âme de nos centres-villes, hein. Les centres-villes vivent des moments d'intense activité avec beaucoup de flux grâce à ces halles et marchés. Engager le plus rapidement possible des actions de communication pour rassurer et fidéliser le consommateur. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que le consommateur a besoin aussi d'être rassuré. Et donc là, les collectivités ont sans doute un rôle aussi à jouer. Et puis la dernière chose qui me tient à cœur, que j'évoque parce que je pense que c'est un sujet dont on parle peu, que j'ai illustré moi-même par un petit dessin qui est tout de suite après, c'est qu'il va falloir que nous repensions l'occupation de l'espace public. Alors, j'ai illustré par un petit dessin humoristique, mais qui traduit bien, je pense, l'état d'esprit, c'est que la Covid a changé nos relations, aussi notre relation à l'espace public. Vous voyez, écarte-toi, je bouge, passe à droite, attendez que je puisse me déplacer. On va plus tout à fait se déplacer à pied même de la même manière. On voit comment les gens respectent les distances de sécurité pour les files, ne rentrent pas dans les magasins, attendent dehors. Donc, il faut que nous repensions cet espace public. C'est absolument nécessaire. Il faut qu'il soit qualitatif, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais par contre, il faut qu'on repense la relation à l'espace public qui va être sollicité de manière différente et qui doit véritablement devenir un outil au service, bien sûr, de l'attractivité de nos cœurs de ville. Alors, le repenser, ça veut dire évidemment avoir des espaces pour nos cafés, nos bars, nos restaurants. Ça veut dire aussi avoir peut-être des vitrines plus extérieures qu'elles n'ont été jusqu'à présent pour un certain nombre de produits. Ça veut dire également repenser l'accessibilité des marchandises, un sujet qui a été évoqué précédemment par Monsieur Latour. Voilà, Merci. donc je crois qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics, des collectivités, à repenser de manière qualitative l'espace public. Ça fait partie des sujets qui, à mon avis, seront aussi au cœur des débats pour les prochains mois. Merci beaucoup, Madame Laclé. Merci beaucoup pour votre intervention. Et on va accueillir donc le dernier intervenant de notre table ronde, Monsieur Joël Mauvigné, président de la CGAD. Philippe Laurent est représent. Marche. Philippe, est-ce que tu nous entends? J'ai réussi à me reconnecter après une demi-heure de... Vous m'entendez là? Oui, très bien. Vous m'entendez ou pas? Ah bon, d'accord. Oui, J'ai réussi à me reconnecter, désolé. J'ai pas pu entendre ce que disait Bernadette notamment. Désolé. Bon, je conclurai tout à l'heure en 2 mots si vous voulez. Ah, j'entends rien. J'entends rien à nouveau. Donc, peut-être que monsieur. Oui. Alors, Monsieur Mauvigné, est-ce que vous m'entendez? Et Philippe Laurent clôturera à table ronde. Moi, je vous entends, mais franchement, c'est haché. Ça fait 2 heures que je vous écoute et c'est haché. Je sais pas. J'ai des perturbations. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a de l'orage en Gironde, mais bon. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Moi, je vous entends plus.
Nous, on vous entend Bon, très bien. Voilà. Et vous me voyez aussi? Pas du tout. Vous me voyez? Non, mais on vous entend. Allô? Oui, Oui, nous sommes là, nous vous entendons. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Ça y est. Bon. Oui, écoutez, merci de nous donner la parole. Donc, la CGAD, vous le connaissez un petit peu, c'est la Confédération Générale de l'Alimentation en Détail. Rappelez quelques chiffres: 42 000 entreprises, 115 milliards de chiffre d'affaires, 1,2 million d'actifs réels, puisque nous avons aussi, bien entendu, beaucoup de salariés en extra, etc. Et puis, notre force aussi, c'est nos 75 000 apprentis que nous formons chaque année. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Avant que vous me posiez des questions, nous avons bien entendu été dès le mois de mars éligibles à l'ouverture, hormis les hôtels, cafés, restaurants et le service traiteur. Donc, nous avons quand même tous les métiers, que ce soit boulanger, primeur, boucher, charcutier, etc., qui ont été ouverts avec, j'y reviendrai un peu plus tard, avec des chiffres d'affaires, bien entendu, complètement différents en fonction du lieu, de la localisation de l'entreprise, et puis aussi le problème de cette, bien entendu, de comment ça s'appelle, la proximité. Nous nous sommes aussi immédiatement mis en place au niveau sanitaire, avec tout ce qui comporte ce qui nous était demandé par le gouvernement, hormis les masques. Et là, nous avons été très réactifs, puisque nous avons fait travailler des startups avec des casques en plexi, ou des couturières locales qui nous ont fabriqué des masques, avant que nous puissions avoir, au bout d'1 mois et demi, des masques pour, bien entendu, la sécurité de nos salariés, mais aussi de notre clientèle. Alors, en même temps, il faut se dire que quand on va avancer un peu plus loin dans les slides, parce que là, je ne sais pas si vous pouvez avancer ou pas pour que tout le monde le voit. Non? Bon, c'est pas grave, je vais vous raconter un petit peu. On entend beaucoup de choses dans les médias, que le commerce de proximité a énormément travaillé. Il y a plusieurs cas qui se posent. Ah, très bien. Oui, il y a plusieurs cas qui se posent sur l'économie de proximité. Nous avons à peu près 25% d'entreprises qui ont maintenu le chiffre d'affaires. Nous en avons 25% qui ont été en hausse, mais nous avons 50%, bien entendu, qui ont été en baisse. Ça s'explique comment? Ça s'explique que déjà, il y a tout un tas de marchés qui ont été complètement fermés. Qu'ils soient marchés ouverts ou marchés couverts, ils ont été fermés, et nous avons mis énormément de temps. La réouverture s'est faite progressivement il y a à peu près 3 semaines. Et même à l'heure actuelle, il n'y a pas les 100% de marché. Donc, ce sont des entreprises qui ne faisaient uniquement que du marché et qui ont été complètement arrêtées. C'est vrai que les aides gouvernementales qui ont été données ont pu aider ces entreprises-là à pouvoir mettre leur personnel au chômage partiel. Il y a eu un petit peu de garde d'enfants, surtout dans les métiers où il y a surtout des mamans qui sont à la vente. Bon, donc voilà. Après, il faut se dire, il y a quelques métiers qui s'en sont sortis un petit peu mieux, tels que les bouchers, tels que les charcutiers. Mais, alors certains médias me disent exploser les chiffres d'affaires. Non, parce que, si vous voulez, on a eu de nouveaux clients qui ont privilégié la sécurité sanitaire et en même temps qui ont redécouvert le petit commerce de proximité. Mais à contrario, nous avions aussi tout un tas de clients habituels qui venaient de 5, 10, voire plus de kilomètres.
Et donc, ces gens-là, bien entendu, ne pouvaient pas se déplacer. Donc, l'un a compensé un petit peu l'autre. Voilà. Donc, ça, c'était pour la présentation rapide, parce que j'ai entendu tout un tas des personnes qui sont intervenues avant. Je retiens aussi les propos du maire de Pau. J'aimerais bien que ce qu'il a dit, ça soit vrai, bien entendu, et j'espère que les maires de toute la France qui sont regroupés à l'AMF privilégieront aussi le commerce de proximité, parce que c'est vrai que nous sommes un lien social et qu'au niveau des marchandises, la dame qui était juste avant moi, qui parle de traçabilité et tout, nous le faisons depuis des années, à tous les niveaux. Donc ça aussi, et la convivialité, et échanger vis-à-vis avec le consommateur, c'est nous, c'est-à-dire c'est les commerces de proximité qui l'ont toujours fait. Bien sûr qu'on s'est réinventé, on a fait un petit peu beaucoup d'abord de livraison. Le drive, c'est un bien grand mot pour les petits commerces, parce que les gens commandaient, mais bon, c'est pas forcément qu'ils arrivaient et qu'ils ouvraient la malle pour le mettre à l'intérieur. Il faut pas exagérer, on n'est pas des grands mammouths pour faire du vrai drive comme il se passe à droite à gauche. On a fait un semblant de drive, mais nous l'avons fait. Nous avons aussi, bien entendu, travaillé avec des plateformes pour certains. On s'est réinventé. Puis demain, on va quand même la proximité à tous les niveaux et vis-à-vis du consommateur, pour moi et pour mes collègues, elle est importante. Et il faut quand même se dire une chose, j'entends bien, c'est pour ça que je disais que chez le maire de Pau, je voudrais bien que ses vœux soient exaucés, mais on était là avant et cette nouvelle clientèle, on ne l'avait pas. On a été ouvert pendant le confinement et ils sont venus. Mais maintenant qu'on est à déconfinement, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà une perte de ces gens-là qui nous ont dit bravo d'être ouverts. Voilà. Et vous voyez, il y a une chute qui vient de se faire là. La semaine passée, moi je viens d'avoir ce matin tout un tas de collègues de toute la temps. J'ai des partenaires, des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de viande, que ce soit des fournisseurs de fruits et de légumes, et déjà on est en train de retomber dans une routine. Donc ce qui me fait dire, c'est que c'est la mentalité un petit peu française. C'est que à un moment donné, dans une petite crise, où là c'était par contre une grande crise, bien entendu inédite, ben là on nous a redécouvert, on a pensé à nous, puisque je vous rappellerai une enquête de la CGAD qui a plus de 18 mois maintenant, 90% des Français nous disent que il y a nécessité d'avoir des artisans compétents et des commerces de proximité, parce qu'il y a le lien social, parce que ils donnent de l'emploi, parce que ceci, parce que cela. Mais en réalité, il n'y a que 27% qui viennent dans nos entreprises. Donc, à un moment donné, vous comprenez que quand vous voyez cette disproportion dans les pourcentages, ça explique un petit peu déjà la mentalité qui est en train de retomber. Voilà, je voulais vous faire rapidement un schéma de nous, bien entendu, des 200 et quelques mille entreprises qui étaient éligibles, puisque dans les 402, nous avons 200 000 hôtels-restaurants et qui étaient obligatoirement fermés. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était une intervention très très intéressante et très très riche. Donc, je vous remercie. On vous remercie. Monsieur Laurent, est-ce que vous nous entendez? Merci. Moi, je vous entends. J'espère que vous aussi. Très bien. Si vous le voulez bien, on va conclure avec vous, qui êtes notre Oui. Alors, écoutez, directeur délégué à Centre-Ville en Mouvement. Donc, je vous laisse la parole. Président délégué, pardon, tant pour moi. Je vous laisse la parole. Bon, écoutez, merci. Désolé de ne pas avoir été parmi vous pendant toute cette table ronde. J'ai quand même pu entendre quelques interventions, la dernière, et puis aussi celle de François Bayrou. Après, ça a été très compliqué. Bon, moi, bien sûr, on a des sujets qui permettent peut-être
se féliciter de voir que finalement le combat que nous menons, notamment à Centre-Ville en Mouvement, mais bon, et puis ailleurs également, et c'est aussi le combat d'une grande partie de l'Association des maires de France pour le commerce de proximité, pour la diversité commerciale dans les centres-villes, pas seulement d'ailleurs la diversité commerciale, mais aussi la diversité fonctionnelle, que ce combat-là soit partagé de manière assez large. Mais je dois quand même constater que pendant cette crise, en réalité, les grandes et moyennes surfaces ont quand même réalisé probablement des chiffres intéressants et importants. Et j'étais extrêmement, d'ailleurs, pas choqué, mais enfin en tout cas peu agacé de voir que des magasins qui sont multi-services, c'est-à-dire des magasins d'alimentation importants, mais qui ont également des rayons de vêtements, par exemple, ont continué à être à la fois pour l'alimentation, ça c'est mal, et finalement aussi pour les rayons de vêtements pendant toute la durée de la crise, alors même que nos magasins de vêtements indépendants dans nos rues étaient eux-mêmes fermés par injonction gouvernementale. Donc bon, je trouve qu'il y a eu une préférence qui a été donnée, alors de manière certainement pas volontaire, mais enfin en tout cas qui a été donnée à une partie de la grande distribution et notamment de la grande distribution de centre-ville. Et ça, je le regrette. Je l'ai regretté également, par exemple, les fruits refusé de laisser réouvrir au 1er mai, alors même que les pépiniéristes étaient ouverts et vendaient finalement, même si c'était pas totalement, semble-t-il, légal, mais comment continuer à vendre des fleurs, etc. Donc, je pense qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas très, j'allais dire, confraternels au sein de la grande famille du commerce. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je constate aussi que avec les questions, si vous voulez, de charges, malgré les aides qui ont pu être mises en place à la fois par l'État, par les régions, éventuellement par les intercommunalités, voire par les communes, lorsque juridiquement on trouve la possibilité de le faire, ce qui n'est pas aussi évident que ça. Malgré ces aides-là, il y a un certain nombre de commerces indépendants selon leur statut, et notamment les statuts, par exemple, d'auto-entrepreneurs, qui peuvent se retrouver donc en grande difficulté et donc ont des difficultés notamment à assumer les loyers, etc., et à assumer les charges fixes. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut, de ce point de vue, être très attentif à cela. Et je pense aussi que beaucoup de propriétaires privés, certains en tout cas, notamment ceux par exemple qui étaient anciens commerçants, ont pu faire un effort de laisser tomber un mois de loyer, par exemple. Ça n'a pas été le cas de beaucoup d'autres propriétaires qui sont des investisseurs. Et donc tout ceci, pour moi, repose la question de à la fois la propriété des murs commerciaux, d'une part, mais surtout les effets d'aubaine de la propriété des murs commerciaux qui ne sont pas réglés du tout, sur lequel, à mon sens, il y a un travail important à faire, qui ne peut être qu'un travail législatif, qui n'est pas pris en compte suffisamment pour permettre précisément le maintien de la diversité commerciale. Parce que la diversité commerciale, c'est à la fois des fonctions, donc commerce alimentaire, commerce de vêtements, commerce d'équipements de la maison, etc. Très bien, librairie, etc. Et puis évidemment café-restaurant, c'est cela, mais c'est aussi la diversité du statut du commerçant. Et là, la diversité du statut du commerçant, aujourd'hui, elle est tout de même quand même menacée, parce que évidemment, les grandes enseignes peut-être souffriront, mais peut-être aussi auront les moyens de s'en sortir, alors que beaucoup de commerçants indépendants, s'ils ne sont pas aidés rapidement, maintenant, pas dans 6 mois, mais maintenant, et les aides ne sont pas forcément très importantes, mais en tout cas, si elles ne sont pas aidées rapidement, risquent d'en disparaître. Je parle de commerçants, mais je peux aussi évidemment parler d'artisans. Donc nous avons un travail important à faire. Je voudrais vous dire que je suis en train de travailler avec Bercy sur ce qu'on appelle un 3e volet du Fonds de solidarité. Vous savez, le Fonds de solidarité, c'est cette espèce de grand fonds qui a été créé par l'État, auquel les régions et certains départements abondent d'ailleurs, et qui permet de venir en aide de manière assez rapide à l'ensemble des acteurs économiques. Et nous sommes en train de travailler à la mise en œuvre, et l'AMF soutient évidemment cette initiative, à la mise en œuvre d'un 3e volet qui serait abondé par les communes et pour lesquels l'abondement des communes
la dotation des communes viendrait aider les commerces situés et les commerçants et les artisans situés sur le territoire de cette commune. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur le territoire. Hein. Ceci permettrait donc d'échapper et d'éviter d'être en contradiction avec la loi notamment de répartition des compétences qui interdit de fait à une commune de pouvoir aider des acteurs économiques, y compris des acteurs économiques de toute petite taille. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Je prie évidemment le ministère pour que les choses aillent le plus vite possible parce que, encore une fois, ces aides sont à la fois importantes, elles sont importantes pour le commerçant et l'artisan, elles ne sont pas forcément très élevées en montant, mais elles sont importantes et ce qui est important aussi, c'est qu'elles puissent être données rapidement. Un certain nombre de communes donc souhaitent pouvoir le faire sur des montants, encore une fois, qui sont à la hauteur des capacités des dites communes, et il faut que juridiquement nous ayons cette possibilité à travers ce troisième volet, ce troisième étage du Fonds de solidarité national. J'espère que tout ceci pourra être mis en œuvre très très rapidement. C'est l'urgence que nous avons à l'heure actuelle. Bien sûr, après, et même d'ores et déjà, les villes doivent faire en sorte de créer des événements qui permettent justement aux habitants, aux consommateurs de revenir dans les centres-villes, d'y rester. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un mouvement, mais moi je pense que si nous ne faisons pas ce qu'il faut en termes d'aménagement, on le fait pour les terrasses par exemple, si on ne fait pas ce qu'il faut en termes d'événementiel simple, d'animation, etc., eh bien ce mouvement qui est en train de se dessiner ne pourra pas perdurer. Donc et nous les communes, les maires ont une responsabilité majeure comme ils l'ont toujours eu dans ce domaine-là. Alors je pense que beaucoup de maires en sont conscients, de plus en plus conscients, et en tout cas sachez que en ce qui concerne l'association des maires de France, elle est engagée donc dans ce combat pour le maintien de la diversité commerciale et de la diversité fonctionnelle aussi dans nos centres-villes. Voilà, je vous remercie. Encore une fois, désolé de ce caractère un peu haché de ma présence cet après-midi. C'était parfait. On t'a très bien entendu là tout de suite, donc c'était parfait. Un immense merci. Est-ce que il y a certaines personnes qui ont encore quelque chose à dire? Alors c'est sûr qu'on a tous beaucoup de choses à dire, mais je pense que voilà, c'est important. Il s'est passé quelque chose qui est bien là parce que on a vu que désolé, j'essaie de qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer et c'est vrai que la crise qu'on a vécue permet aussi, et on n'en a peut-être pas assez parlé, monsieur le maire, beaucoup de bénévoles qui sont aujourd'hui sur le terrain pour aider les commerçants. Je vois à la Ciotat, c'est tout bête, tous les habitants gardent les boîtes de conserve et puis vous avez montré les photos hier, vous avez des personnes qui peignent et puis après des personnes qui font des boutures, qui mettent ça et vous avez tous les volets, tout est rempli de boîtes de conserve peintes et c'est très sympa, ça égaye le centre-ville dans un centre-ville qui aujourd'hui peut pas accueillir de rassemblements comme nous faisions d'habitude. Voilà. Oui, peut-être un mot justement, un autre exemple à Sceaux sur la question des bénévoles, avec une fabrication par plusieurs bénévoles de à peu près 700 visières qui ont été fabriquées et qui ont permis, qui ont été distribuées par cas aux commerçants et artisans. Et donc visières fabriquées à rayon de 3. Voilà, et ça dès avril. Voilà, là on voit la photo, voilà des boîtes de conserve dont je vous parlais, mais c'est tout bête, mais ça égaye la ville soir, elle a mis des papillons dans le ciel, voilà, et chacune des villes essaye de faire des choses importantes. Voilà, on voit Issoire qui a mis des papillons. Voilà, et rajouter un mot, Pierre. Bonjour. Oui, Pierre. Je peux rajouter un mot, oui. C'est Loïc Latour à l'appareil. Juste un petit mot que j'avais envie de partager aussi. Pendant cette période-là, il y a eu beaucoup, tu l'évoques d'ailleurs, d'efforts de solidarité, de collectifs, etc. Et c'est incroyable ce que les collectifs peuvent faire ensemble, etc.
Et moi, j'insiste sur ce point parce qu'il faut que les collectifs perdurent. C'est-à-dire que la concertation, les échanges avec les acteurs et les acteurs privés aussi, j'en profite parce que je suis un acteur privé, pour adresser les enjeux du commerce, c'est intéressant de les installer dans le temps et de les faire perdurer. Voilà, c'était mon point. On a initié des tables rondes France Boisson, comptoir et territoire avec les élus et les acteurs économiques locaux. Bon, si on peut continuer dans cet esprit-là, parce que l'aménagement des centres-villes, penser amont, aval, les flux, etc., et le faire collectivement plutôt que de voir les techniciens des villes ou les élus sans concertation avec les acteurs et les acteurs privés, ça serait dommage, puisqu'on a démontré des élans collectifs. Essayons de continuer dans cet esprit-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Alors, merci beaucoup. Merci. Peut-être qu'avant que notre présidente clôture, je vais vous donner quelques résultats. D'abord, un grand merci à toutes les personnes et les élus qui sont des territoires outre-mer et qui se sont connectés. On a plus de 600 personnes qui se sont connectées au total. Donc c'est bien, avec Facebook Live évidemment qui permet à certains de pouvoir se connecter quand ils veulent. Donc voilà. Madame la Présidente, Monsieur Philippe Laurent, vous avez peut-être un mot à dire pour conclure, et puis après, Daniel Padier. Philippe, tu as quelque chose? Non, simplement pour en effet souligner les chiffres que donnait Pierre il y a un instant sur le nombre de connexions. Ça montre que notre association, qui a maintenant, je crois, 11 ans, 13 ans. 15 ans maintenant. 15 ans le 15 août. Oui, notre association qui a 15 ans, en fait, fonctionne de manière remarquable dans des conditions comme nous sommes, pouvoir réunir 6 personnes qui sur même pas à peine 2 heures passent et viennent nous retrouver. C'est un très très beau résultat et il faut en féliciter toute l'équipe permanente de Centre-Ville en mouvement. Qui a fait un boulot énorme, et c'est vrai que pendant tout le confinement, c'est vrai que toute l'équipe était présente, et je peux vous assurer qu'ils ont travaillé énormément pour s'adapter aux conditions, et on a fait, et notamment les 40 auditions dont Monsieur le maire de Sceaux a été interrogé, nous ont permis de faire un rapport, et ce rapport a été donné à la fin du confinement aux ministres concernés, qui en tiennent compte, je pense. Bon, alors, je voudrais quand même dire un petit mot là à la fin, que si vous avez remarqué, là, on a eu un panel absolument extraordinaire, puisqu'on avait une grande diversité, mais que tout le monde convergeait pratiquement vers un même constat, et que chacun avait les mêmes aussi de l'avenir, de la pérennité de ce qui pouvait se passer maintenant. Et moi, je pense que pour nous, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'essayer de faire bientôt, enfin peut-être à l'occasion, quand on avait dit qu'on ferait une journée sur la mobilité, je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire plutôt un espèce d'atelier de réflexion où on inviterait à la fois des gens comme Loïc Latour, comme le Franprix, etc., en même temps qu'on réfléchirait justement sur ces fameux circuits, parce que vous avez bien vu que dans toutes les interventions, cette question d'approvisionnement, c'était quand même le nerf de la guerre, et qu'on ne savait pas trop comment il fallait faire. On sait bien qu'il faut moins consommer de telle façon, etc. Mais ce que je pense serait intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion en disant, voilà les nouvelles tendances, comment on fait pour les accompagner et que ça perdure. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grosse réflexion à faire au niveau des collectivités pour accompagner et anticiper, par exemple, quand on parle de ces massifications, tout le monde parlait de la massification des flux, il faut savoir comment ça doit se faire, mais surtout, il faut retrouver des espaces de proximité pour la logistique urbaine, puisqu'on en parle depuis maintenant plus de 20 ans, et que ça va dans un souci d'aménagement, de choix politiques en consommation, en mode de consommation des usagers. Et par exemple, on parle de drive, mais le drive, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on invente pour que tout le monde soit capable de faire du e-commerce, par exemple, le moindre petit commerce d'un petit village puisse apporter sa
sa matière première ou ses produits manufacturés quelque part. On voit que c'est vraiment toute une réorganisation des réseaux de distribution qu'il faut revoir. Et donc, je pense que ça ne peut se faire qu'avec justement les petits commerces, les artisans, les transporteurs, les élus, les gens de l'urbanisme et tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on cloisonne et il faut vraiment qu'on arrive à faire des réunions où chacun dirait, voilà, pour faire tel objectif, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en route? Quels sont les espaces qu'on peut, par exemple, quand il y a des friches dans une ville, la première chose qu'on fait, on peut y mettre des bureaux parce que c'est plus rentable que de mettre de la logistique. On dit on va faire il faudrait que les gens aient plus de stock sur place parce qu'on n'aurait pas vu cette pénurie justement. Si les commerçants avaient encore des capacités de stock au-dessus de chez eux comme c'était autrefois, et maintenant on pourrait réinventer ce qu'on appelle des petits stockages collectifs, c'est-à-dire gérés pour plusieurs commerçants. Donc c'est des petites, comment dire, c'est des organisations différentes où les pouvoirs publics ont vraiment un intérêt et devraient se positionner vraiment très rapidement pour qu'on réussisse ce virage. Parce que maintenant, il faut vraiment qu'on prenne le truc à bras le corps parce que c'est le moment ou jamais. Parce que comme disait le monsieur le dernier, les mauvaises habitudes reviennent vite. Si on donne aux gens la capacité de continuer à consommer mieux, plus proche, plus durable, etc., il faut vraiment qu'on mette les moyens. C'est-à-dire que pour faire du durable, il y a aussi la nécessité pour que les villes s'équipent de recharge électrique ou de recharge d'hydrogène, etc. Mais il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Donc moi, je proposerais bien une grande journée un peu comme ça de réflexion collective. Je sais pas ce qu'en pense Philippe. Madame la Présidente, non, très très bien. Et Oui. non, merci. Juste pour vous dire que dès demain, on a la matinée, donc de 10h30 à 11h, 11h30. On ira sur Aix-en-Provence, qui a mis une équipe de bénévoles qui aide à mettre en place que les commerçants s'informatisent, se familiarisent à tout ce qui est Internet, vente en ligne, et je trouve ça remarquable. Donc, c'est des jeunes retraités ou des étudiants qui veulent aider leur centre-ville à vivre. Donc, ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, rendez-vous à 15h. On aura une table ronde sur les marchés et une table ronde sur tout ce qui est digital. On en a beaucoup parlé maintenant. Et puis, je tiens à remercier toute l'équipe, les gens qui sont derrière moi, la partie staff technique, parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, Constant Papillon-Blard, qui, pour la première fois, animait. Il a très, très bien animé nos débats. Merci beaucoup. Ça veut dire que du coup, je serai encore là demain. Donc, juste un petit point. Pour l'atelier de demain matin, c'est de 10h à 11h. Voilà. Et on non, c'est finalement. On l'a passé à 10h30 demain matin. Voilà. Et rendez-vous à 15h pour les tables rondes. Merci beaucoup à tous et souhaite une bonne fin de journée. Et allez, et on va vous remettre le petit clip humoristique. Le centre-ville, ou plutôt le cœur de ville. C'est pas un hasard si on utilise ce mot-là, parce que c'est bien de cœur dont il s'agit. Mais oui, notre centre-ville, il adore jouer les jolis cœurs en se parant de ses plus belles vitrines. Il nous met le cœur en joie, on y parle à cœur ouvert avec ses commerçants, ses passants, ses voisins. Tiens, entre la petite boutique bleue et celle au coin de la rue, aïe, entre les deux mon cœur balance. Et puis, on y a eu plein de coups de cœur, en tout genre. Alors du 8 au 12 juin, on va rentrer au cœur du système pour en avoir le cœur net. Alors si le cœur vous en dit, vous me suivez ? Je vous propose de nous retrouver tous les jours pour cette semaine du centre-ville avant chaque débat de ces 15e assises inédites. Et toute l'équipe de cœur de ville, de centre-ville en mouvement, y a mis tout son cœur. Alors à très bientôt. Ouais.
À demain. Merci beaucoup.